C'est une véritable star qui était cet après-midi à Marcy-l'Étoile. Thomas Pesquet a animé une conférence chez Biomérieux. L'astronaute y présentait l'expérience Aquapad, menée depuis l'espace et en collaboration avec le laboratoire lyonnais et le CNES. Aquapad est un projet qui consiste à fabriquer un petit dispositif qui permet d'analyser la qualité de l'eau. C'est un petit coton qui est imprégné d'une poudre développée ici à Biomérieux qui réagit au contact des bactéries. Quand on injecte 1 millilitre d'eau qu'on cherche à analyser, donc ici c'est l'eau que boivent les astronautes dans ce dispositif, après 48 heures, une réaction se produit et chaque bactérie présente dans l'échantillon d'eau se colore en rouge. Donc c'est très simple d'utilisation. L'astronaute a juste à compter les points rouges pour savoir si l'eau est potable ou pas. Ce système a donc été testé concrètement par Thomas Pesquet lors de sa mission dans la Station spatiale internationale. Pour moi, c'était très simple, mais ce qui était d'ailleurs le but, en fait, ce qu'on cherchait, c'était la simplicité. C'était de gagner du temps, c'était d'envoyer moins de matériel, de créer moins de déchets. Mais globalement, ça a très bien marché, on est très content du résultat et on espère, et d'ailleurs on est presque sûr qu'on va continuer et rendre ça encore plus commun pour que ça soit utilisé par tous les astronautes, pas seulement par moi à bord de la Station spatiale. Le dispositif Aquapad qui devrait sous peu intégrer toutes les missions spatiales avec un objectif final, permettre l'exploration plus facile de la planète Mars. Les Britanniques raffolent des stations françaises. C'est leur destination ski numéro 1. L'hiver, les touristes anglais représentent 40% de la clientèle étrangère dans nos stations. À Morzine, ils représentent 40% de la clientèle totale. Depuis le vote en faveur du Brexit, les professionnels sont vigilants. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne font pas trop de ski chez eux, ils n'ont pas la possibilité. Donc nous, on est quand même à 1h15 de Genève, ce qui fait qu'on a toujours une clientèle anglaise importante. On n'a pas constaté de grosses évolutions. Peut-être certains raccourcissent un peu leur séjour ou sont moins exigeants sur des prestations, baissent un petit peu en gamme. Mais sur le volume de nos clients anglais, on n'a pas constaté de grosses évolutions significatives dès cet hiver. On est dans l'attente de voir les évolutions pour la saison prochaine avec la réalité du Brexit en mars 2019. Les domaines des Portes du Soleil, dont fait partie la station de Morzine-Avoria, ont embauché une consultante britannique cet hiver pour analyser les conséquences du Brexit sur leur marché. Dans les commerces, on reste aussi prudent. Exemple dans ce magasin de location. Nos amis anglais sont toujours aussi nombreux sur la station de Morzine. Le seul impact réel qui se passe aujourd'hui, c'est que suite à la décision de leur choix de sortir de l'Union européenne, la monnaie, la livre sterling, s'est effondrée de 20%. Donc en fait, ils ont 20% de moins dans la poche. Donc ils dépensent un peu moins, mais ils sont toujours aussi nombreux. À Morzine, avec près de 2000 lits dans les chalets des tours opérateurs britanniques, le marché pèse autant que les 2000 lits hôteliers. Les agences spécialisées envisagent d'ouvrir ces locations de chalets à d'autres nationalités. En moyenne, un client anglais dépense entre 600 et 1500 € chaque semaine. Un poids non négligeable donc pour l'économie locale. Il y a à l'évidence un effet Brexit que l'on couple d'ailleurs avec une dévalorisation de la livre sterling par rapport à l'euro. Et il se trouve que comme parlementaire, j'ai intégré la mission Brexit à l'Assemblée nationale qui va suivre durant ces prochains mois l'évolution de ce phénomène politique qui aura des conséquences économiques et financières. La clientèle britannique est notre première clientèle étrangère. Il reste encore 2 hivers d'incertitude pour les stations françaises. Le 29 mars 2019, les Britanniques auront quitté l'Union européenne pour de bon. Tous les ans, en janvier, c'est le même rituel pour le service technique du téléphérique. Mais cette année, c'est une opération assez rare, le coulage du câble de tension du câble tracteur. Et le câble tracteur n'est autre que celui qui tracte les 8 cabines à la montée et qui les retient à la descente. C'est le câble de tension du tracteur. C'est ce qui retient le lorry. C'est un chariot sur lequel est fixée la poulie retour. Et à l'autre extrémité, on y attache un contrepoids de 24 tonnes. Une opération délicate puisqu'il s'agit de verser du zinc en fusion pour relier le câble et la douille. Pour cela, il faut donc chauffer la douille à 200 degrés et faire fondre le zinc à plus de 500 degrés. Une opération assez exceptionnelle qui ne se produit que très rarement. C'est tous les 15 ans, il y a 15 ans en arrière, le câble est arrivé avec ses culots montés. Et les derniers que j'ai vus couler sur place, c'était en 1985. Mais ce n'est pas la seule opération de maintenance pour le téléphérique pendant les 3 semaines de fermeture.
On recense tous les travaux qui sont importants de faire et que nous ne pouvons pas faire pendant la saison d'été. Pourquoi ? Parce qu'on a l'ouverture, alors on serait obligé de le faire de nuit et le faire en une fois. Et donc ce sont des travaux spécifiques que l'on fait sur 1, 2, 3, 4, 5 jours. Par exemple, on a agrandi la caisse de la gare de départ. Parce comme on avait changé l'armoire électrique, le pupitre était un petit peu plus gros, donc on était un petit peu trop à l'étroit dessus. Donc on a fait une opération qui n'est pas très importante, mais qui a duré 5 jours. Cette année, avec près de 163 000 heures de fonctionnement pour les bulles, le coût des travaux est estimé à 30 000 €. Caroline Maillat est prête à relever le plus grand défi de sa carrière. À tout juste 30 ans, la Sampriote va tenter de succéder à son père au titre de champion de France de la pizza classique. C'est vrai qu'il y a tous les diplômes de mon père, de mon oncle, et j'ai des clients qui me disent parfois vous n'avez pas de diplôme. Donc c'est ça qui me motive aussi à pouvoir accrocher mes titres. Je suis une battante et pour moi l'important c'est pas de participer, il faut que je donne le meilleur de moi-même. Mon objectif vraiment, je ne vais pas vous dire de gagner, si j'ai envie de gagner, mais d'être la première femme déjà. Si elle ne sait pas encore quelle pizza elle présentera, celle qui a débuté dans le métier il y a déjà 10 ans essaie de trouver l'inspiration en révisant ses classiques. Alors là, je vais vous faire la pizza authentique. C'est une spécialité de chez nous et en fait, c'est la pizza avec laquelle mon père a été champion de France. Il y a de la tomate, de la mozzarella, du gorgonzola, du parmesan, des tomates cerises, des perlines de mozzarella et un peu d'huile d'olive. Laissez cuire pendant 3 minutes dans un four au feu de bois et le tour est joué. Comme ça. Quand vous entendez que ça croustille, c'est que c'est bon. Et pour l'emporter, Caroline Maillat sait combien la présentation est importante, elle qui avait déjà été titrée plus belle pizza de France en 2014. Il faut que la pizza soit surtout bien étalée et bien cuite. Après, ce qu'il y a dessus, oui, bien sûr, ça compte, mais la base, c'est la pâte. Rendez-vous est pris pour elle début avril à Paris. La jeune femme sera engagée dans 3 catégories. Les lumières de la ville se retirent, normal après les fêtes, mais ce n'est qu'un début place Grenette. Fini les lampadaires, bientôt des suspensions éclaireront les passants, qui pourront aussi profiter d'un espace plus grand de part et d'autre. La place emblématique de Grenoble s'offre une nouvelle jeunesse pour l'été prochain. Concrètement, c'est de redonner de l'espace aux piétons et de redynamiser la place. Ça se traduit par une dépose du mobilier urbain qui se trouve maintenant obsolète compte tenu de l'entrée en zone piétonne. Donc tous les dispositifs type potelet, les jardinières puisqu'on va planter des arbres en pleine terre. Et il y a également tous les candélabres puisque l'éclairage public va être mis en suspension de part et d'autre des terrasses. Le projet Cœur de Ville, Cœur de Métropole entre ici dans une nouvelle phase avec le réaménagement des espaces publics libérés des voitures, mais aussi la réorganisation de la circulation pour étendre la piétonisation. Le boulevard Agut-Samba devient une zone à trafic limité aux seuls véhicules autorisés, avec un périmètre étendu aux rues seulement accessibles depuis cette zone comme les rues de Bonne ou Millet. Un axe chrono-vélo est créé au centre. Après moult discussions, rumeurs, contestation, la métropole apaisée tente aussi d'apaiser le climat pour mener à bien le projet. Le climat, il y a toujours des gens qui sont dubitatifs, il y en a d'autres qui sont convaincus. On a vu que finalement le plan de circulation, nouvelle version, n'avait pas entraîné le chaos qui était attendu. Donc nous sommes dans cette phase où nous concrétisons désormais les aménagements d'espaces publics. Avec la volonté réaffirmée de dynamiser les commerces et donc d'accompagner les commerçants dont beaucoup expriment encore des inquiétudes. Il faut arrêter de pleurer parce que ça ne sert à rien. Il faut arrêter de se tirer une balle dans le pied. Aujourd'hui, il faut partir sur des bases nouvelles, avec ce projet qui arrive et il va falloir travailler avec. Moi, je suis pour une piétonisation raisonnée de la ville et je pense que tous les commerçants sont pour une piétonisation. Il faut transformer les choses, sinon les grosses tendances, c'est-à-dire les achats par Internet, et puis on voit qu'on continue cette course folle aux centres commerciaux de périphérie, et ben ces deux facteurs-là vont continuer à faire péricliter le commerce de centre-ville, dont on a tous envie et besoin. Pourvu de compter sur les nouvelles habitudes des automobilistes et traverser avec patience une bonne année de travaux.
Florence est une donneuse de voix. Depuis 22 ans, cette ancienne professeure consacre une bonne partie de son temps libre à enregistrer des romans pour la centaine d'audiolecteurs déficients visuels que compte la bibliothèque sonore de Saint-Étienne. De chez elle, à son rythme, elle propose de lire pour les autres ses lectures favorites. Une façon pour elle de partager et de transmettre sa passion pour la littérature. J'en suis à mon 70e livre. Il faut aimer lire soi-même et aimer penser aux personnes handicapées pour lesquelles on lit, à qui on donne beaucoup de bonheur, de plaisir. Ce sont surtout des malvoyants, mais ça m'est arrivé aussi qu'on me demande d'enregistrer un livre pour enfants. Parce que maintenant, on enregistre aussi pour les collèges, pour les écoles, pour les dyslexiques, dyspraxiques. J'oublie jamais ce monsieur qui a dit une fois « Si vous n'étiez pas là, vous, toute la bibliothèque sonore, il y a longtemps que je ne serai plus là. » Donc ça fait plaisir d'entendre ça. Seulement voilà, les donneurs de voix se font de plus en plus rares. 40 il y a quelques années, l'effectif a été réduit de moitié. Le président de cette association reconnue d'utilité publique s'en inquiète et lance un appel pour recruter de nouvelles voix, notamment les voix masculines. Le profil des donneurs de voix qu'on recherche à l'heure actuelle, ce sont d'abord des hommes. On a très peu de donneurs de voix hommes. Or, certains livres ne peuvent pas être enregistrés par une voix féminine. On souhaite renouveler un petit peu le nombre de donneurs de voix en recrutant des gens plus jeunes. Donc, on fait appel à des personnes jeunes, dynamiques, qui veulent consacrer une partie de leur temps à ce don de la voix. C'est un bénévolat qui est relativement pratique puisqu'on peut le faire un petit peu quand on veut. Il faut savoir qu'il y a des exigences techniques qui font que ce n'est pas très facile et qu'il faut une certaine persévérance. Malvoyant, Yvan ne lisait pas ou très peu avant de découvrir le millier de livres audio de la bibliothèque stéphanoise et le fonds de 100 000 ouvrages du réseau des 114 bibliothèques sonores au niveau national. Le fait d'écouter, pour nous, c'est lire. C'était quasi impossible de lire, quoi. Lire un bouquin, sinon ça nous prenait 6 mois pour lire un bouquin. C'est vrai que moi j'ai toujours j'ai utilisé un tout petit peu la lecture sous un tel agrandisseur, mais c'est très long, très fastidieux. Et tandis que quand c'est un document audio, on arrive à lire plus facilement. Et c'est vrai que je remarque le plaisir qu'on a quand même pour lire et découvrir c'est de la littérature que je n'avais pas du tout l'occasion de lire. Je tire un grand coup de chapeau à tous ceux qui donnent leur temps, leur voix pour nous aider. À Saint-Étienne, les bénévoles de la bibliothèque sonore espèrent recruter prochainement une dizaine de nouvelles voix.